Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 1, saison 2 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Aurore Géry, qui est professeure de français et coach du compte La Tête au clair. Bonjour Aurore, Bonjour, tu vas bien? très bien, je te remercie de ton invitation. Je suis ravie de partager ce petit moment avec toi. Avec joie. Aujourd'hui, on va parler du conflit chez les ados. C'est un truc qui fait souvent peur aux parents parce que c'est un peu omniprésent, que ce soit le conflit des ados envers les parents, que ce soit le conflit des ados entre eux, que ce soit le conflit dans la fratrie. C'est un sujet qui est quand même vachement riche et très très présent, et à un âge où parfois ils sont tellement coincés dans leurs croyances et leurs idées que c'est pas facile à accompagner. Je suis très contente de pouvoir partager avec toi sur ce sujet. Merci, bah oui, et effectivement, les conflits, c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Alors moi, c'est intéressant parce qu'étant donné que je suis à la fois maman, coach et prof, donc j'arrive à le rencontrer, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et c'est très challengeant et c'est vrai qu'on peut très facilement se trouver démuni face à ces types de conflits-là. Tout à fait. Alors, j'aimerais bien commencer par te demander qui tu es, Aurore. Dis-nous. Alors, moi, je suis Aurore, j'ai donc 40, je vais avoir 42 ans, j'ai deux enfants, une petite fille de 4 ans et un garçon qui va bientôt avoir 10 ans, donc qui entre dans la préadolescence. Je suis professeure de français en collège, j'ai des sixièmes et des troisièmes en français, et puis j'assure également le latin. J'adore mon métier, mais en fait, je me suis vite retrouvée confrontée à des difficultés, notamment des enfants qui n'avaient pas confiance en eux, qui rentraient pas forcément dans le cadre scolaire et qui se retrouvaient parfois un petit peu à côté du chemin. Et je ne savais pas trop comment en fait les aider. C'est pour ça que j'ai cherché à développer un peu mon accompagnement et que je me suis lancée dans le coaching parce que le coaching a un côté beaucoup plus personnel qui permet à l'enfant en fait de prendre conscience de ce potentiel et se rendre compte que c'est pas parce qu'il n'est pas forcément de guillemets bon à l'école que il est forcément nul et bien au contraire. Et voilà, et c'est ce que j'aime dire, c'est pas parce qu'un rond rentre pas dans un carré que c'est pas un bon rond. Donc voilà, et je leur apprends à travailler sur la confiance en eux, la gestion du stress. Je travaille aussi dans le domaine scolaire, donc essayer de trouver une organisation, une planification qui soit adaptée à leur personnalité. Parce qu'on demande toujours aux enfants d'apprendre, mais en fait, on ne leur dit jamais comment apprendre. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le coaching. Et donc très souvent, j'interviens aussi dans la relation parent-enfant parce que justement l'élève n'est pas qu'un élève et il faut qu'il soit pris dans son unicité. Il a aussi, c'est aussi le copain d'eux, le fils d'eux. Et parfois, les difficultés à l'école ont une, on va dire une origine aussi au sein de la famille. Il y a une sorte de cause-conséquence qu'on arrive facilement à retrouver. En accompagnement, on le constate souvent, hein, très souvent, en travaillant sur les parents et avec les parents, on obtient de super résultats chez les enfants Tout à fait. et chez les ados. Parce que clairement, un mal-être à la maison, ça se sent à tous les niveaux, quoi. Contrairement à ce que pensent beaucoup de parents qui ont tendance à penser que ouais, mais on leur dit pas, donc ça va. Oui. Ouais, mais en vrai, ça se passe pas tout à fait comme ça. Non, c'est vrai que c'est intéressant en fait d'avoir une idée de la systémie dans laquelle se Mm, met le jeune et comment est-ce que ça fonctionne carrément. Ok. tout à fait. Aujourd'hui, donc du coup, tu nous as expliqué tes deux métiers. Euh, c'est quoi qui t'a amené à faire ces métiers? Alors, prof, je suis un peu tombée par hasard dans la marmite, on va dire. Je me destinais un peu sur des études. J'aimais beaucoup les lettres et j'aimais beaucoup la communication. Donc, je me destinais plus sur des études de journaliste. Et puis, en fait, voilà, les concours me faisaient peur et puis je finissais mes études. Donc, j'ai voulu faire un remplacement en tant que prof, mais vraiment.
comme ça. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce métier. Et je suis tombée amoureuse de cette relation entre prof et élève. Et j'ai tout ça tout de suite vraiment bien matché avec les ados. Enfin, moi, j'adore les adolescents. Alors, je pense que quand le mien sera vraiment dans l'adolescence, je ne dirai plus ça. Mais voilà, j'adore ce moment de construction. Je trouve qu'ils sont super intéressants, super pertinents. Et contrairement à ce qu'on a tendance à penser, ils ont des tas de choses à dire. Et, euh, et c'est un moment aussi d'extrême fragilité où ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et voilà, donc du coup, à travers mes cours, j'essaie toujours de leur faire passer aussi des messages. Et c'est, oui, c'est vraiment quelque chose, du coup, derrière, j'ai passé mon CAPES. Et voilà, donc là, maintenant, j'ai mon poste. Et c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup. Et le coaching, c'est ce que je t'expliquais, c'est vraiment parce que le fait d'être prof, ça me limitait dans une partie de l'accompagnement qui était plus personnalisée et de travailler tout ce qui était en dehors du côté scolaire, la gestion du stress, la confiance en soi, les croyances limitantes. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce deuxième travail. Ok, je comprends bien. Comment c'était ton adolescence à toi? Alors, j'ai pas spécialement, enfin, j'ai fait entre guillemets ce qu'on appelle la crise d'adolescence assez tard. Pas trop vers les 11-12 ans, mais plutôt vers les 16-17 ans, ce qui a été peut-être d'autant plus fort. Je dirais que j'étais pas une adolescente compliquée, j'étais celle qui faisait pas trop d'histoire, mais je peux pas dire que j'étais non plus super bien dans ma peau. Ça faisait un peu une sorte de dualité à la fois, c'était les meilleurs moments parce que voilà, il commence à y avoir les sorties, on se découvre, on a notre groupe d'amis, et puis le moment quand même où on est un peu perdu, on sait pas trop où on en est, on n'est pas super bien dans notre corps non plus. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et je trouve que c'est le moment où, en fait, l'adolescence, c'est vraiment une période à part. On a tendance à penser que c'est juste, je passe de l'enfance à l'adulte. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment une période, vraiment une étape, en fait, à prendre en tant que telle. Et où c'est extrêmement compliqué parce qu'on nous demande de faire des choix très vite. Alors que c'est une période qui demande beaucoup de temps pour se construire. Donc, pas une très, j'ai pas une mauvaise, de mauvais souvenirs de mon adolescence, mais j'étais pas non plus tip top bien dans ma peau, quoi. Ouais, je comprends. Effectivement, moi, c'est quelque chose que j'amène énormément avec ce podcast. C'est cette idée que l'adolescence, on a tendance à penser que c'est la projection de l'enfance avant de devenir adulte, mais c'est vraiment une étape à part entière avec des gros. C'est compliqué parce qu'il y a des gros enjeux, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales dans leur conception, dans leur conception de leur être plus tard, Mm. dans dans l'imaginaire de ce qui peuvent se faire aussi de cette période-là. Enfin, ça crée plein de choses. J'ai souvenir d'un petit garçon que j'avais en séance qui avait 10-12 ans qui me disait, de toute façon, moi, je suis dans l'adolescence, c'est pour ça que mes parents me comprennent plus. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, toi? C'est qu'en fait, il se servait de cette image-là qu'il a de l'adolescence pour pouvoir dire que c'était pour ça que ça n'allait pas. Peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions quand même. On n'est pas obligé de mettre cette étiquette pour se sentir bien. Bref, tout ça pour dire que l'adolescence, c'est effectivement une période complètement à part et c'est très important pour moi de pouvoir parler de cette période-là, d'interviewer des personnes qui accompagnent des jeunes dans ces périodes-là parce qu'il nous faut des outils, parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent et que c'est essentiel de le savoir. Mm, Donc, je te mm. rejoins complètement. C'est quoi ton plus à toi dans l'accompagnement des ados et des jeunes adultes? Alors, je dirais que c'est le non-jugement. C'est vraiment quelque chose qui est super, super important. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce que je veux leur montrer, c'est que on fait toujours avec les moyens qu'on a à un moment donné, et qu'il y a un moment donné où voilà, je peux accompagner des enfants qui, à un moment donné, ont été déscolarisés ou qui ont pu faire de grosses bêtises. Et je leur explique toujours qu'en fait, ce qui est important, c'est de réécrire son histoire, qu'on est vraiment acteur et responsable de sa vie, et qu'en fait, ton passé ne détermine pas forcément ton futur. Alors c'est sûr qu'on part pas tous avec les mêmes bagages, mais voilà. Et vraiment, en fait, je souhaite que quand j'ai une... Je suis jamais dans le conseil, je suis jamais... Ils ont rien à me prouver, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de mensonge ou pas mensonge. Des fois, je sais que j'ai des collègues qui me disent oui, mais est-ce que tu es sûr qu'ils disent la vérité? Mais en fait, moi, je m'en fiche. C'est la réalité. Et ce que je souhaite, c'est vraiment
que eux aient des prises de conscience et qu'ils construisent un avenir qui leur corresponde. Donc du coup, le fait de ne pas être dans ce jugement, et je leur dis, je fais ma réalité, n'a pas plus de valeur que votre réalité à vous. Et il y a vraiment la volonté de partir de leur réalité à eux, de leur construction, et puis le côté de tout est légitime, c'est-à-dire ce qu'ils ressentent. Je leur dis toujours que s'ils me disent oui, je sais, je suis en colère ou je suis triste, je devrais pas. Bah si tu le ressens comme ça, c'est que c'est comme ça. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment un plus parce que du coup, ils se sentent en confiance. Et du coup, il y a une vraie relation qui s'installe. Et ça leur permet, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont légitimes, que leur histoire est légitime, bah, ça leur permet du coup de construire autre chose derrière et pas rester enfermés dans quelque chose qui ne leur convient pas. Carrément. Carrément, et c'est passionnant ce que tu dis parce qu'effectivement, rarement les adolescents les accueillent tels qu'ils sont. Alors, on en parlera un petit peu plus tard dans un autre podcast dans les semaines à venir. Euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à minimiser les histoires des adolescents. Tout à fait. C'est bon, arrête d'être en colère, quoi. C'est bon, t'es tout le temps en colère. Enfin, vous voyez, tu vois, c'est un peu cette idée que un peu comme quand on dit aux femmes, quand elles ont leurs règles, de toute façon, tu as tes règles, de toute façon, tu es un ado, tu es chiant, c'est comme ça, c'est normal. Non, mais attends, et oh, il a le droit de vivre des émotions. Ce qu'il vit, c'est légitime. Ça n'est pas une case dans laquelle on le met pour pouvoir dire, ben, c'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Il vit ce qu'il vit, et ce qu'il vit, ça a autant de légitimité que ce que moi je vis, ou que ce que vit son petit frère, ou que ce que vit, son grand-père, ou peu importe, en fait. C'est super important, non, mais carrément. Oui, puis je pense que quand on est adulte, on a tendance à oublier parce que des fois ça nous arrange et puis on a un peu ce côté de la société, je suis adulte, il faut que je sois responsable, il faut que je sois sérieux, et puis ce qu'il y a avant en fait, on a oublié ce qu'on ressentait quand on était enfant ou quand on était adolescent. Et moi c'est vrai que j'ai l'impression que c'était un peu hier, et je me dis que ben, finalement quand j'étais triste, mais aujourd'hui si je suis triste c'est le même degré, c'est pas moins important. Ou des fois, je vois aussi avec leurs histoires d'amour, on leur dit oh, c'est pas grave, mais t'en verras d'autres. Bah si, parce qu'à ce moment-là, pour lui, c'est horrible. Ça veut dire que c'est vraiment minimiser ce que tu disais, leur souffrance. Et c'est là où justement il y a le risque où qu'ils mettent une sorte de couvercle dessus et, euh, et que ça pète à un moment donné, quoi. Et quand tu dis que quand on se souvient, moi, quand je me souviens de mes angoisses adolescentes, elles étaient bien plus importantes qu'elles le sont aujourd'hui. Bien sûr, Parce qu'on n'avait pas les outils. non. Et je veux dire, les ados, alors les ados d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes ados que nous étions, clairement, parce qu'ils ont d'autres outils, ils ont accès à plein de choses. Enfin, toi comme moi, à l'adolescence, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès à Google, on n'avait pas accès, voilà, on ouvrait l'encyclopédia universalis, mais sur la gestion du stress, ils n'étaient pas très bons, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'émotion de l'adolescent est presque disproportionnée par rapport à ce que ressent un adulte. Et je ne sais pas si ça a été, enfin si ça a pu être vérifié scientifiquement ce truc-là, mais c'est un truc qui est vraiment concret, c'est-à-dire qu'un adolescent, quand il y a un drame, c'est un drame pour lui. Enfin, Oui, et mais parfois c'est pas un drame. alors, au niveau de la construction de l'adolescent, c'est vraiment reconnu qu'un adolescent n'a pas les capacités de gérer ses émotions comme un adulte parce qu'il est en construction, et cérébralement, je crois que la gestion des émotions, ça se fait vers 25 ans, où on commence vraiment à gérer clairement. En fait, il y a une transformation physique, mais il y a aussi une transformation psychologique. Et donc, tout ce qui va être au niveau de l'expression, même des moments, on en reparlera après dans le conflit, mais ils ont du mal aussi à clairement exprimer ce qu'ils ressentent. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens parfois, parce que tout simplement au niveau du langage, c'est pas encore complètement mis en place, et émotionnellement, ils sont incapables. Bah, ça, pourtant, on en parle énormément maintenant au niveau des enfants, qui a un certain âge, ou un enfant qui fait un caprice, il fait pas un caprice parce que alors, il y a différents types de caprices, mais un enfant qui se met à hurler, à pleurer, ça sert à rien de lui dire calme-toi, parce qu'il en est tout simplement incapable. Et l'adolescent, donc, a un peu plus de maîtrise de lui-même, mais il y a cette gestion des émotions qui a du mal à se faire. Et effectivement, c'est exactement ce que tu disais, tout ce qu'il ressent va être ressenti, toutes les émotions vont être décuplées, en fait. Et effectivement, ça va nous mener assez naturellement à notre sujet qui est la gestion des conflits, parce qu'en général, quand il y a conflit, il y a colère, ou autre émotion, ou peur, ou autre chose, peu importe. Mais en tout cas, un déclencheur
qui, qui engendre ce conflit. Est-ce qu'on peut décrire un peu, enfin, c'est quoi un conflit? Alors, pour moi, le conflit, c'est... alors déjà, il ne faut pas avoir peur du conflit, je dirais. Mhm. Et le conflit est pas forcément... alors, je dirais plutôt le contraire. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Et une confrontation n'est pas forcément un conflit. Très bien. Et des fois, c'est le fait d'éviter cette confrontation qui entraîne un conflit, on va dire, où il n'y a plus de possibilité, où on est bloqué chacun de notre côté. Mhm. Et très souvent, cette confrontation vient du fait que la communication n'est pas sereine. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une bonne communication, il faut certes parler, mais il faut surtout savoir écouter. Et là, je le dis vraiment sans aucune prétention, parce que moi, la première, j'ai des conflits avec mes enfants, et, euh, et j'essaie de mettre en pratique ce que je vous dis, mais c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de parents parfaits et de communication parfaite. Alors là, je cherche vraiment à déculpabiliser tous les parents qui nous écouteraient, parce que c'est extrêmement compliqué, parce que on est aussi dans notre quotidien, etc. Et on ne vit pas déconnecté du monde dans lequel on est. Mais dans l'idéal, en fait, une communication, on devrait vraiment être dans l'écoute de l'autre. Et quand il y a une confrontation qui entraîne un conflit, c'est tout simplement qu'on est bloqué chacun sur nos positions et on n'est pas prêt à donner de la validité, de la légitimité à ce que l'autre va nous dire. Et étant donné que, il ne faut pas oublier que l'adolescent, quand il rentre dans l'adolescence, sa volonté, c'est, quand on est enfant, on a les valeurs de nos parents, on a la réalité de nos parents, on vit à travers le prisme de nos parents. Et c'est plutôt positif cette confrontation parce que le but de l'adolescence, c'est justement qu'il sorte de cette réalité pour construire sa réalité qui soit propre, qui se construise ses valeurs. Et malheureusement, il va le faire contre ses parents. C'est-à-dire que pour l'adolescent, c'est normal à un moment donné de se séparer de ses parents et forcément les valeurs de ses parents vont plus être les siennes et c'est plutôt normal. Mais il faut que les deux, par contre, soient capables de discuter, de respecter le fait que chacun ait des positions différentes, bien sûr, dans le moment où ça reste sécure, etc. pour les deux. Quoi. Tout à fait. Ok. Alors, c'est une période, on l'a dit tout à l'heure, l'adolescence, où s'affirmer, c'est vital. Mm. C'est-à-dire que c'est important pour eux d'exprimer ce qu'ils veulent. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure en disant qu'on attend, enfin, que les adultes et que les parents parfois ont tendance à minimiser un peu ce qui se passe chez eux, chez leurs ados, la manière dont ça se passe. Mais ces conflits peuvent être intrafamiliales ou extrafamiliales, c'est-à-dire que ce soit des conflits à l'intérieur de la maison, de la fratrie, avec les frères et sœurs, avec les parents, avec les oncles et tantes, enfin peu importe, avec les grands-parents. Euh, et ça peut être parfois assez violent, ça peut être assez angoissant pour les parents aussi, mais parfois ça peut être aussi extérieur à la famille. Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu accompagnes ça différemment? Alors, oui, parce que je dirais qu'à l'intérieur de la famille, il se joue ce que j'expliquais, ce côté où j'essaie de me détacher du cocon familial et créer ma propre identité. Euh, à l'extérieur de la famille, c'est plus compliqué parce que l'adolescent, surtout au niveau des amis, au niveau de ses pairs, en fait, il y a un énorme besoin de reconnaissance de la part de l'adolescent. Et il y a une volonté à la fois d'être comme tout le monde, comme les autres, mais aussi d'être unique. Donc ça crée une sorte voilà, de conflit interne, mais aussi par rapport aux autres enfants, enfin aux autres ados, et notamment, on peut parler de tout ce qui est harcèlement scolaire, etc. C'est dès qu'on sort un petit peu de la norme, dès que on ne correspond plus à la norme, on a tendance à vite ressentir qu'il y a un rejet ou le ressentir comme tel est beaucoup plus fort. Et après, il y a aussi tout ce qui va être conflit vis-à-vis des professeurs. Mais là, je dirais qu'on retrouve un peu le côté par rapport aux parents où il y a l'autorité et on a une volonté de s'affranchir de cette autorité. Donc les contraintes sont parfois compliquées. Et puis, il y a cette volonté aussi de... Le professeur renvoie aussi parfois une image d'incapacité ou de difficulté à l'école qui fait que l'adolescent peut vivre ça, ce qu'on disait, étant donné qu'il a des émotions beaucoup plus décuplées, mal. Donc c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des conflits au sein de l'école. Mais oui, les relations, je dirais que la relation enfin, les relations chez l'adolescent sont toujours compliquées, mais pas dans les mêmes, pas forcément à prendre sous les mêmes prismes, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, très bien. Je pensais aussi, tu sais, aux ados un peu bagarreurs. Hum.
Tu sais, dans les lycées, dans les collèges, c'est un peu toujours les mêmes qui finissent en bagarre pour des raisons diverses et variées. Et parfois même, ils en souffrent. Moi, j'en ai accompagné quelques-uns qui me disaient, j'en ai marre en fait, mais j'arrive pas à faire autrement. Ça me déborde, ça me dépasse. Et voilà, comment tu fais avec ce genre de jeunes? Alors souvent, c'est de travailler sur les émotions parce que quand la colère, il faut différencier, oui, la colère de la violence, c'est-à-dire que la colère, c'est normal, et souvent, c'est des enfants pour qui refusent en fait cette colère. C'est-à-dire que, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Il y a des émotions qui sont plus ou moins agréables, mais il n'y a pas d'émotions positives, d'émotions négatives. Du moment où tu les ressens, c'est qu'elles sont légitimes. Et en plus, c'est hyper important de les écouter parce que ces émotions nous donnent un message, nous envoient un message sur nos besoins. Un enfant qui est en colère, c'est qu'il y a chez lui un besoin d'injustice qui n'est pas satisfait. Donc du coup, si lui ne s'écoute pas, s'il refoule cette émotion, que ce soit de tristesse, de peur ou de colère, qu'on lui a appris à se taire, un peu en lui disant, ah bah, ce qu'on entend des fois petit, ah bah pleure pas, les grands garçons ça pleure pas, ou les filles c'est une crise d'hystérie, je sais pas quoi. D'ailleurs c'est souvent un petit peu compartimenté comme ça. Et ben en fait, à un moment donné, cette émotion, elle va ressortir. Ça fait un peu comme le coup de la cocotte minute. Si jamais on met un couvercle sur la cocotte, au bout d'un moment, ça pète. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des enfants qui laissent éclater de la violence, c'est des enfants qui ne laissent pas place aux émotions. Donc déjà, un travail au niveau des émotions peut être très intéressant, c'est-à-dire tout simplement reconnaître l'émotion, voir où elle se situe dans le corps, l'accueillir et, euh, et lui laisser sa place et d'apprendre aussi du coup à la gérer. Après, il y a toute une partie aussi vraiment si c'est une très très grande, enfin une violence qui devient insurmontable, qui est un suivi psychologique qui peut être aussi très important. Voilà, oui, je sais qu'il y a en tant que coach, c'est ce que j'explique toujours, moi je suis pas psychologue, donc il y a une partie aussi où si ça relève pas de mes fonctions, je laisse mes collègues prendre la suite. Mais vraiment, un travail sur l'émotion, c'est hyper important. Parfait. Quand c'est à l'intérieur d'une même fratrie, tu sais, quand il y a deux ados qui ont tendance à se bagarrer pas mal, c'est compliqué ça pour les parents, je trouve, quand les frères et sœurs se déchirent. Ça crée, et puis quand c'est à l'adolescence, ça peut être encore plus violent. Mm. C'est fatigant, c'est moralement compliqué, les parents ont parfois tendance à vouloir prendre parti et très rapidement ils les mettent dans une case, mais c'est toujours lui qui commence. Mm, mm. Ouais, enfin non, chaque situation est différente en fait. Donc on va reprendre enfin voilà, c'est important de respecter la situation, c'est encore une fois la même chose, hein. Donner de l'importance au moment présent et à ce que nous dit l'ado. Hem, Comment on fait là-dessus? Alors, je pense que les conflits entre frères et sœurs, peu importe l'âge, ça vient toujours du fait que inconsciemment, l'enfant aimerait avoir l'amour exclusif de ses parents. Et du coup, il y a toujours une sorte de jalousie qui arrive, qui se passe. Alors après, il y a des moments où ça se passe plus ou moins bien. Mais ce qui est important, c'est vraiment de laisser la parole à chacun et puis de faire un peu le deuil que nos enfants soient les meilleurs amis. C'est-à-dire que, ben, en fait, plutôt leur apprendre à se respecter, à respecter ses différences et à pas vouloir à tout prix qu'ils s'entendent. Voilà. Vaut mieux qu'ils soient capables effectivement de gérer des relations et de les gérer comme il faut parce que dans la vie, ben, effectivement, c'est quelque chose qui leur servira aussi. Justement, de ne pas prendre parti. C'est-à-dire de laisser la parole à chacun des deux, d'écouter les deux versions et voilà, par contre, si effectivement il y a de la violence, d'intervenir, de les séparer, mais si on sent, de leur dire que chacun est capable de régler cette manière, ce conflit à sa manière, et qu'ils en discutent ensemble. Et des fois, ça fonctionne pas mal, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir en disant machin m'a fait ça, etc. En fait, et pas d'enfermer un enfant dans un rôle, entre le rôle du méchant et le rôle de la victime, parce que en fait, forcément, il va avoir tendance à y rester. Et il va tendance à s'enfermer là-dedans parce qu'il va trouver son compte aussi. Parce qu'il aura un signe de reconnaissance comme ça. Et c'est ce qu'on dit, il vaut mieux avoir un signe de reconnaissance négatif que pas de signe de reconnaissance du tout. Alors que si on ne rentre pas dans ce jeu-là,
Donc on retrouve un peu avec, tu sais, le triangle de Cartman, là, avec notre sauveur, notre victime et notre agresseur. Et là, du coup, on refuse ce jeu relationnel qui est toxique et on dit tout simplement, bah, je pense que ton frère est en capacité de comprendre ou ta sœur est en capacité de comprendre que là, bah, par exemple, il va trop loin ou de faire mal. Donc, essayez de régler le problème ensemble. Et puis, il y a une chose aussi, c'est d'arrêter de vouloir donner exactement pareil à l'un et à l'autre. Parce que à force de vouloir faire exactement pareil, et ben, on finit par faire moins. D'expliquer que les enfants sont différents, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc oui, quand ils viennent vous voir en disant est-ce que pourquoi lui a pas pareil que moi ou pourquoi moi j'ai pas pareil que lui, tout simplement parce que vous êtes différents. Ça ne veut pas dire que j'en aime un plus que l'autre, c'est juste que vous n'êtes pas pareil et que peut-être, tiens, aujourd'hui, moi, je vais acheter ça à lui parce que lui en avait besoin, mais toi, si tu as besoin de ça, on peut effectivement, la prochaine fois, t'acheter ça. Voilà, de montrer à chacun. En fait, il faut vraiment prendre l'enfant sans jamais le comparer à l'autre, en disant vraiment en quoi lui est unique. De dire, voilà, toi pour moi, tu es unique, il y a un seul enfant comme ça, je t'aime pour telle ou telle ou telle raison et pas par comparaison, parce que pour toi. Et l'autre exactement pareil. Et là, ça permet effectivement de, on est les parents, alors c'est inconscient, mais on est extrêmement responsable du lien qu'il y a entre les enfants. Et si on leur permet en fait de régler les problèmes entre eux, de discuter entre eux et de leur laisser exprimer ce qu'ils ressentent, je trouve que ça désamorce pas mal de, de disputes, de conflits. Mm. Ouais, c'est clair. Souvent, il se joue aussi un truc au niveau des parents, tu sais, un espèce de fatalisme pour toute la vie. Mon fils va devenir violent. Ou ma fille va devenir violente. C'est marrant, quand je parle de conflit, j'ai tendance à le mettre au masculin, mais Oui. mon enfant va devenir violent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est-à-dire réaliser déjà que c'est pas une fatalité, et puis au niveau parental, il y a un gros boulot à faire là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors je pense qu'un enfant on n'est pas violent en fait, on n'est pas, c'est pas quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose, c'est une manière pour nous de nous protéger, de réagir, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas un état, c'est plus la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si on sent qu'effectivement il y a une violence, déjà discuter avec l'adolescent, de pas rentrer dans le conflit, c'est-à-dire de refuser le conflit. Et puis, les enfants ont tendance à pas devenir le miroir de cette violence, c'est-à-dire l'enfant monte d'un cran, donc je monte d'un cran, donc ça monte d'un cran, etc., etc. Donc déjà laisser, si on sent que la violence est envers nous, laisser l'enfant se calmer, et puis peut-être de tout simplement, au lieu de dire le tu es comme ça, tu es violent, de dire ne pas l'enfermer dans un comportement, de lui dire ta réaction ici est violente, c'est pas toi qui es violent, c'est ta réaction qui est violente. Et je pense que là, ça change beaucoup de choses. Pareil, tu sais, c'est un peu la communication non violente. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais notre communication est toujours violente. Et c'est vraiment partir du j'observe une situation. Par exemple, plutôt de dire tu es nul en maths, de dire tiens, tu as eu 3 fois une note en dessous de la moyenne en maths, de dire ce que on ressent. Il me semble, et plutôt de dire que tu n'as pas travaillé, il me semble peut-être que ton travail mériterait d'être un peu plus approfondi, d'exprimer un besoin derrière. J'ai besoin d'être certaine que tu as la bonne méthode de travail, que tu as besoin de rien, et puis de chercher derrière une solution. Là, c'est la même chose pour un enfant violent, de dire, de voir la situation, je vois que, ou j'entends, ou je ressens que tu es en colère à ce moment-là. Il me semble que, par contre, moi, effectivement, cette situation m'effraie. J'ai besoin de me sentir en sécurité, ou j'ai besoin de me sentir bien quand on discute tous les deux. Donc, je souhaiterais qu'on reprenne cette conversation un peu plus tard, quand tu seras calmé, et qu'on trouve une solution ensemble. En fait, c'est vraiment de pas devenir, on a tendance à devenir le miroir de l'autre, et là, vraiment, de mettre un pas de recul. Alors, sur le coup, des fois, c'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que je trouve que ça, plus on l'utilise, plus ça devient quelque chose d'un peu plus automatique. Mais d'arriver juste à faire un pas de recul
et de dire bah, de toute façon, pour l'instant, on ne discutera pas tant que tu seras violent, tant que voilà, que je sentirai que tu n'es pas calmé, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il est dans l'émotionnel. Il n'y a plus de relationnel. En fait, là, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau où tout le côté rationnel est fermé. Donc, il vaut mieux attendre un peu. Voilà. Et après, effectivement, si ça se passe à l'école, eh ben, peut-être en discuter aussi avec lui, de voir, pareil, quand il est calmé, bah, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui fait qu'à l'école, euh, ils réagissent comme ça. C'est que certainement, il y a quelque chose qui ne va pas, et que lui, c'est la seule réaction qu'il a, et après de réfléchir ensemble en disant, bah, au lieu d'avoir cette réaction, quelle autre réaction il pourrait avoir qui soit beaucoup plus écologique pour lui. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant cette mise en place de la CNV au niveau discours parental et au niveau des ados. Je trouve ça très, 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 très riche et ça permet plein de choses. Moi, j'appuie énormément sur la demande parce qu'au tout début, quand j'ai compris la CNV, je me suis dit, oh, c'est pas important la demande. Mais en fait, c'est tout parce que ça permet de savoir ce qu'on veut. Et combien de fois, quand on est dans un conflit, on ne sait pas ce qu'on veut. On a juste envie de casser la gueule de l'autre. J'exagère à peine, mais tu vois ce que je veux dire. Souvent, les jeunes, ils sont dans le je sais pas ce que je veux vraiment à ce moment-là. J'ai juste un truc qui déborde et que du coup, je deviens violent. Euh, et en fait, remettre des mots là-dessus et arriver jusque c'est quoi qui se passe et c'est quoi que je veux, en fait. C'est un truc que je donne beaucoup parce que je fais de l'accompagnement parental et c'est un truc que je donne beaucoup en accompagnement parental. Quand je me mets en colère face à mes gosses, c'est quoi que j'attends d'eux? C'est-à-dire que si au moment où je les couche, je leur hurle dessus qu'ils sont pas couchés, que c'est pas normal, que machin. Est-ce que ça va les aider à dormir? Tout à fait. De revenir dans la communication, moi, ce que j'aime dire, c'est toujours le système de communication fonctionne comme ça. Il y a un émetteur, donc celui qui va lancer la communication, le récepteur. Il faut qu'il y ait un accusé de réception. Parce que si on passe leur temps à dire tu viens manger, puis on s'énerve, il suffit des fois juste que l'autre te réponde et te dise bah oui, j'arrive juste dans 5 minutes. Ça fait retomber. Et surtout, quelque chose qui est important, c'est l'intention. Et que l'intention soit la vraie intention. C'est-à-dire, si je rentre dans la chambre et que, en fait, je suis de mauvaise humeur parce que mon patron m'a pris la tête et que j'arrive dans cette chambre et que je vois la chambre dérangée, en fait, mon intention, ça sera juste de faire ressortir cette colère que j'ai eue avec mon chef et ça va retomber sur le gamin qui, certes, a mal rangé sa chambre, mais ça aurait été à un autre moment, ça ne serait pas passé comme ça. Et c'est en fait juste réfléchir à un moment donné où je vais m'énerver et je vais entrer en conflit avec mon enfant, mais parce que j'ai un besoin qui n'a pas été satisfait avant. Donc c'est vraiment réfléchir à mon intention. Est-ce que et d'ailleurs on se demande pourquoi bah tiens là ça s'est super bien passé et là pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est des fois tout simplement que mon intention déjà à la base n'était pas la même. Que je suis rentrée dans cette chambre et mon intention c'était pas qu'il range sa chambre. C'était que déjà j'étais énervée et que ça a créé un conflit. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. De toujours aussi distinguer les faits, c'est-à-dire l'effet FAITS de l'effet E2FET. Je te donne un exemple. Si des fois c'est tout simplement parce que je vais être énervée d'essayer de réfléchir sur notre propre colère à nous et ce qui nous fait entrer en conflit, c'est qu'on a un besoin de nous qui n'est pas satisfait et l'autre n'est pas forcément responsable de ça. Imaginons que mon enfant, je lui dis de rentrer à 7h15 et puis qu'en fait il rentre à 8h moins le quart. Et là, je vais m'énerver en disant mais c'est pas possible, je peux pas te faire confiance. De toute façon, je t'avais dit ça, mais tu ne m'écoutes jamais. Et donc là, gros conflit. Et même situation, j'ai une amie ce jour-là qui est chez moi, donc je ne fais pas spécialement attention à l'heure, j'arrive bien. Mon enfant entre avec un quart d'heure ou une demi-heure de retard. Et là, finalement, ça passe bien parce que j'étais occupée, je faisais autre chose. Je vais peut-être juste lui dire, oh, bah écoute, t'aurais quand même pu me téléphoner, voilà. Donc, de bien voir qu'en fait, sur une même situation, on va pas forcément réagir pareil. Que on n'aura pas le même besoin. Peut-être que à ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais un besoin de sécurité, j'avais un besoin de confiance, j'avais un besoin, voilà. Ça, faut voir que notre enfant, il y a un transfert qui se fait avec notre enfant qui devient notre propre miroir en fait, de nous plus jeunes ou de nous aujourd'hui, où en fait notre enfant va raviver plein de choses en nous. Et en fait, vraiment d'en prendre conscience, je trouve que c'est important parce que des fois, on a tendance à s'énerver contre, à créer un conflit, nous en tant que parents,
alors que l'autre n'est pas forcément responsable de ce conflit. C'est plus nous, ce qu'on y met dessus, les besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc déjà, d'en prendre conscience de nous en tant que parents, faire un travail sur nous, c'est déjà important, je trouve. Je suis bien d'accord. Je suis bien, bien d'accord et je trouve que c'est donner les clés, aux parents que de les aider à mettre ça en lumière. Tu sais, moi, je suis hypnothérapeute et dans mon travail, beaucoup d'hypnos disent que notre job, c'est de déshypnotiser. C'est-à-dire d'aider à remettre de la conscience dans les trucs qui deviennent plus ou moins automatiques. Mhm. C'est-à-dire que je subis ma colère de mon patron au boulot, je subis ma colère peut-être même tout simplement parce que je suis frustrée ou Mhm. parce que en ce moment je suis fatiguée ou parce que je suis inquiète pour des choses qui se passent. Au moment où ce podcast sortira, j'aurai déjà déménagé, mais moi en ce moment je suis en plein déménagement. Je t'assure qu'émotionnellement, il y a des fois où ça n'est pas mes enfants qui m'énervent, c'est que quand j'ai dans la tête ce que j'ai à envoyer au prêt, ce que j'ai envoyé à la banque, ce que j'ai à envoyer à mon futur acquéreur et à la personne à qui j'achète, et ben j'explose. Et c'est malheureusement eux qui prennent et je me rends bien compte de ce truc-là. Et notre job à nous en tant qu'accompagnants, c'est de remettre de la conscience là-dedans. Mhm. C'est-à-dire de remettre le fait en lumière, le fait que ce qu'ils vivent à ce moment-là, c'est OK et que c'est pas simple. Et Ouais. que en tant que parent, c'est important de s'écouter en entier. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je vis? Mhm. Comment je peux faire pour apaiser ça? Et c'est très intéressant tout ce qui est travail sur le conflit parce qu'on est en systémie. Mhm. Et moi, ce que je vis moi, ça n'est qu'une partie du tableau. C'est-à-dire que quand il y a conflit entre moi et quelqu'un, ce que je vis moi, c'est juste une partie du tableau. Ce que vit la personne en face, c'est autre chose. Mhm. Et très souvent, quand je commence à crier, ben, l'autre va crier en face. Parce que de fait, on rentre dans un truc où ça ne peut plus s'entendre de cette manière-là. Tout à Qu'est-ce que fait. tu en penses de ça? Comment est-ce qu'on fait pour désamorcer un truc? Moi, j'aime bien obliger, enfin, pas obliger, mais proposer de parler plus lentement déjà. Mhm. On a tendance en plus à mimer de manière inconsciente, hein, mais on va mimer le rapport qu'on a aux autres. Bah, par exemple, on se rend compte, par exemple, si une personne, la manière dont elle se tient, on va avoir tendance à se tenir pareil. On va avoir tendance à poser notre voix sur l'autre. Si nous, on est énervé, ça crée une sorte d'énergie. Je sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, tu es dans une pièce, puis quelqu'un rentre, et là, tu sens que l'énergie change. Soit au contraire, ça devient hyper pesant, soit au contraire, bah, tu sens que c'est léger. Bah, c'est exactement pareil. Quand on est énervé, une énergie qui change et l'autre en face s'énerve aussi. Et le fait que juste ce que tu disais de se poser, de faire un pas en arrière, ou juste de prendre du temps pour soi, de sortir. Moi, c'est ce que je fais des fois quand je mange, je vois que ça monte trop, je vais faire un tour dehors, je respire. Et le fait déjà d'avant de respirer, voilà, de pas tomber dans la réaction. C'est vraiment ça. Et aussi, et je pense que ça, c'est aussi un problème actuel de sortir de ce côté je veux être un parent parfait. Parce que je pense que c'est beaucoup de sources de conflits, parce qu'on est frustré de ne pas arriver à faire quelque chose. Et ça vient. Alors, il y a un côté très positif de la discipline positive, mais il y a un côté aussi hyper culpabilisant en disant je suis le parent parfait, je suis toujours calme, je ne m'énerve jamais, tout va bien. Et en fait, quand on n'y arrive pas, bah, on est en colère contre nous, mais en colère aussi contre l'enfant. Parce que bah, l'enfant, lui, il n'a pas forcément envie d'être calme et voilà. Donc peut-être aussi prendre en compte ça et voir aussi que les parents d'aujourd'hui ne sont pas non plus les parents de la génération de nos grands-parents, dans le sens où souvent on travaille à deux, qu'on a envie, et c'est très bien, qu'on a aussi envie d'avoir de l'ambition, etc., mais qu'on ne peut pas tout mener de front. Et il y a un moment donné, on a tendance quand même, et surtout les mamans, à avoir ce côté culpabilisant où il faut que je sois une super Wonder Woman dans tous les domaines. Et il y a un moment donné où je pense qu'il faut aussi prendre soin de nous, écouter nos besoins. Et c'est un peu comme dans l'histoire de, tu sais, l'avion où tu as la métaphore du masque à oxygène. On te dit toujours de d'abord mettre ton masque à oxygène avant de le mettre à tes enfants, parce que c'est important d'abord, tu ne pourras pas aider l'autre si toi tu t'évanouis. Et là, c'est pareil, c'est peut-être juste un moment de te dire, bah, il y a un moment donné où on n'est pas surhumain, et on a le droit aussi d'être fatigué, et peut-être juste prendre soin de nous, de prendre un temps pour se reposer. Et puis tant pis si on ne fait pas le super jeu avec le gamin, ou tant pis si on n'a pas cette discussion, mais on prend du temps et derrière on sera peut-être beaucoup plus disponible. C'est vraiment ça. Vaut mieux avoir une conversation de qualité
qui dure un quart d'heure, où on est complètement disponible et vraiment écouter l'autre. Et vraiment, ce qu'on disait avec l'ado pour éviter le conflit aussi, c'est ce qu'on disait, on a tendance à minimiser, mais aussi à rendre moins important ce qu'il nous dit, dans le sens où on a l'impression que c'est un peu des bêtises. Oh bah ce chanteur, oh, c'est un peu nul, ah bah ce qu'il nous dit c'est un peu nul, ah bah ces histoires. Mais en fait, juste donner de l'importance. On veut que notre gamin se confie à nous, mais si on n'est pas capable d'écouter ce qu'il a à nous dire et d'être complètement disponible et s'intéresser à ce qui l'intéresse, ça c'est déjà un premier pas. S'intéresser à ce qu'il écoute, s'intéresser à ses jeux, et pas toujours dire ah t'es encore avec tes jeux vidéo, oh mais ça vraiment c'est nul, oh mais tes histoires de gamins, voilà, c'est qu'ils sentent en fait qu'il est important pour nous. Et là, du coup, ça permet de désamorcer effectivement les conflits à ce niveau-là aussi. Prendre soin de soi et prendre en compte. Je comprends. Parfait. C'est clair pour moi. Super. Ben écoute, on arrive du coup à la fin de cet enregistrement. Je te propose qu'on arrive au questionnaire de fin qui est le quiz pour tout le monde. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc que tu te disais, non, ça je ferai pas, ou ça je ferai différemment, ou euh, enfin voilà. Je ne me focalise plus sur les résultats que j'attends. C'est-à-dire que chacun va évoluer différemment et je fais confiance en mon client. C'est-à-dire que voilà, je me dis bah peut-être qu'à la fin du processus, il aura pas complètement. Avant, c'était vraiment quelque chose qui me stressait. Bah tant pis, il aura peut-être pas complètement atteint son objectif, mais il a tous les outils nécessaires. Et en fait, c'est de sortir de ce côté justement sauveur qu'on a tendance un peu à avoir en tant qu'accompagnateur, de dire bah c'est lui qui a les outils. Moi, je lui propose, on discute ensemble. Il a eu les prises de conscience. Maintenant, ça dépend de lui et je ne suis pas responsable de ce qu'il va en faire par la suite. Et ça, je pense que c'est important. Et lui, ça lui permet de devenir vraiment autonome et de ne plus se sentir dépendant de nous aussi. En disant, bah, toi, tu as tout ce qu'il faut à présent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose maintenant où j'ai appris à lâcher prise en fait sur le résultat. Ouais. C'est vraiment chouette et j'aime bien ce truc-là. C'est que en fait, quand on a tendance à trop le vouloir à la place du jeune, on a tendance à le déresponsabiliser et à pas lui donner les outils pour. C'est-à-dire, on lui fait croire qu'il aura toujours besoin d'avoir quelqu'un pour le faire et ça me dérange énormément. Donc je te rejoins complètement là-dessus, c'est super important et j'aime bien le rappeler. Ils ont tout ce qu'il faut en eux, en fait. Le podcast s'appelle «Croire en eux» parce que c'est ça, c'est que notre job à nous, c'est vraiment juste de leur rappeler à quel point c'est possible de croire en eux et c'est surtout, surtout, surtout pas de faire à leur place parce que quand on fait à leur place, on leur empêche de voir qu'ils sont capables de le faire. Ouais, j'adore. OK. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? Tu sais, l'aurore, la aurore ou l'aurore qui commençait dans le coaching ou en tant que prof, je sais pas, quand tu as pu avoir des doutes ou des choses qui étaient un petit peu compliquées? Sois toi-même, sois Ouais. authentique. Il y a des moments quand on entre, alors surtout en tant que prof, je sais que certains me disent oh mais t'es trop sympa ou ah mais on n'est pas là pour que les élèves nous aiment et j'ai toujours envie de tendance à dire ouais mais ça va être super chiant si tu vas dans une classe où il y a une mauvaise ambiance qui te déteste. Bah moi alors je suis pas leur amie mais je suis pas là pour qu'ils me détestent et je n'ai pas un rapport de force et moi j'ai toujours eu du mal avec ce côté à vouloir faire les gros bras les gros yeux, c'est pas moi. Donc d'être, voilà, garde confiance en toi et en fait, de la manière dont t'es, sois naturel. Plus t'es authentique, plus tu te montres. Aussi, je le dis aux élèves des fois, d'être vulnérable. Je leur dis, je suis pas parfaite, je m'excuse. Il y a des moments où je m'énerve, moi aussi, j'ai une vie. Et en fait, le fait de t'excuser, de leur montrer que t'es pas parfaite et que des moments, eh ben, ça leur permet eux aussi de le faire derrière. Et de se sentir en confiance et de voir qu'en fait, bah, ils sont avec des êtres humains qui sont là pour les aider à progresser et pas pour arriver avec des grands conseils et parce que ce que je leur dis, je dis je ne suis pas au-dessus, je veux vraiment qu'il y ait un échange, ça va pas uniquement dans un sens. Mmh. Ouais, je comprends. OK, super. Est-ce que tu y a des moments, tu nous en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que, est-ce que il y a des moments où tu te dis: «Là, ça va au-delà de mes compétences, il faut que quelqu'un d'autre, hem, le reçoive ou Oui, l'accompagne»? oui, oui. Alors vraiment, si j'ai un jeune qui est, j'ai des jeunes que j'accompagne qui sont en grande souffrance, mais je veux par contre qu'ils soient accompagnés à côté par un psy.
C'est-à-dire qu'il y a certaines missions que je ne vais pas prendre si je sens que, parce que j'aurais pas les outils. Et je peux faire plus de mal que de bien. Donc, quand j'ai pas les outils, je vais discuter, je vais écouter et je vais les renvoyer vers des professionnels qui seront plus à même pour les aider. Ce que je dis, le psy est toujours, lui, plutôt tourné sur le pourquoi. Et c'est important des fois comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Moi, je suis plutôt tournée sur le comment. C'est-à-dire, à partir de l'histoire que tu as, certes, comment on fait pour avancer dans le futur. Certains enfants ne sont pas prêts à se projeter dans le futur parce qu'ils sont tellement bloqués dans leur mal-être qu'ils ont besoin justement déjà de travailler sur ce pourquoi pour pouvoir aller sur un comment. Donc voilà, c'est vrai que là, voilà, je suis pas non plus ce que je dis conseillère d'orientation. Donc je peux les aider à apprendre à se connaître, à connaître leurs valeurs, ce qui va leur permettre justement d'affiner un peu leur choix et ce qu'ils aiment. Mais par contre, je suis pas non plus conseillère d'orientation, je ne suis pas de bilan de compétences, etc., etc. Ouais, je comprends bien. Ok. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado? Alors tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure en nous disant, la responsabilisation par exemple. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans ces accompagnements-là? L'empathie. Je trouve que ça, c'est vraiment important, se mettre à la place de l'autre, sans contagion émotionnelle, mais voilà, de dire, oui, je comprends ce que tu me dis, c'est légitime. Ce qui irait donc avec le non-jugement. Deux autres choses, c'est ce qu'on disait, le fait de responsabiliser l'élève ou le client, vraiment leur montrer qu'ils sont acteurs, l'espoir peut-être, de leur montrer que tout est possible. En fait, on peut toujours réécrire son histoire, que rien n'est figé et que si un rôle ne nous convient pas, on a le droit de le changer. Et aussi, le travail aussi sur le regard de l'autre. De dire on peut s'affranchir du regard de l'autre, on peut être soi en fait. C'est important, ouais, carrément. J'adore. Super. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton actualité? Alors tu sais, ce podcast sort début septembre, donc du coup c'est l'actualité début septembre. Est-ce qu'il y a des choses en cours? Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors début septembre, là il y a tous les ateliers qui se mettent en place justement pour la rentrée, pour pouvoir justement préparer une année sereine avec une bonne organisation, une bonne planification, comment on révise. Alors en général, je le fais beaucoup pour les élèves qui entrent en sixième ou qui entrent au lycée. Mais après, ça peut également finalement intéresser n'importe quel enfant. C'est souvent là aussi où je lance un peu les processus de coaching un peu plus longs pour travailler sur la confiance en soi, la découverte de soi, parce que une nouvelle année scolaire, on a aussi envie de se transformer, on a envie d'être mieux aussi dans sa peau. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros points qui sont les deux grands axes en général que j'ai début septembre. Et après, pour me contacter, vous pouvez me contacter sur mon Instagram, sur la tête au clair. D'accord, super, très bien. Alors tu sais Aurore, j'aime bien toujours finir le podcast par une petite question, type quelqu'un qui a que 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Ce podcast était extrêmement intéressant parce qu'on a parlé donc du conflit entre le jeune et ceux qui l'accompagnent, que ce soit les parents, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit en dehors du domaine familial. Que les conflits, c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire, mais qu'il est important avant tout que la confrontation par contre est importante, qu'il s'agit quand même de garder la communication et que c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Enfin, ça peut évoluer. Voilà, toute évolution est toujours possible. Je comprends parfaitement. En tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup, Aurore, pour tous ces partages. C'était très riche, très intéressant. Merci de ton temps, merci de ta vitalité. C'était vraiment chouette. De tout cœur, merci. Merci à toi. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Croire en eux le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.